Eh bien, bonjour à tous. En tant que directeur délégué des drones depuis ce début d'année au niveau de l'Aerospace Valley, eh bien, et avec toute l'équipe de communication qui a préparé ce webinaire, on est très heureux de vous accueillir pour cette heure à passer ensemble. C'est une heure pour la communauté drone, une heure importante sur laquelle on a le privilège d'avoir Yaya Ami qui est avec nous, qui est chef de projet donc au niveau de la normalisation pour les aéronefs, cabines, matériaux et procédés et drones. On ne peut pas faire mieux. Il intervient au niveau France, au niveau Europe et est un relais aussi pour les normalisations internationales. Donc, c'est vraiment l'acteur et vraiment, au nom de toute la communauté, on te remercie de partager ton temps précieux. Donc, on va vous proposer une thématique, comme indiqué, sur le décryptage et l'intégration des impacts des nouvelles réglementations européennes, qui est vraiment un point important pour notre filière, à la fois pour les plateformes, à la fois par rapport à la mise en résonance avec les réglementations de l'EASA. Ce sont des thématiques que l'on abordera aux journées de Cahors. Mais avant toute chose, Yaya, tu as à nous convaincre et à nous enseigner l'avancement et la situation sur cette thématique. Je te laisse le floor. Merci Xavier pour la présentation. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, spécialement avec la canicule et tout. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de la thématique comment décrypter et intégrer les impacts des nouvelles réglementations européennes dans l'écosystème des drones, donc en 2026 bien évidemment. La présentation se déroulera comme telle. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler globalement de l'écosystème de la filière drone et présenter ce qui va m'amener à présenter la normalisation européenne, donc ce qui se passe au niveau des organismes de normalisation. Après ceci, je vais détailler aussi l'environnement normatif autre que le CEN et donc ça veut dire d'autres acteurs qui participent dans le monde de la normalisation. Et pour finir, on va parler des évolutions récentes et futures qui sont à venir. Donc, comme vous pouvez voir dans le schéma devant vous, on a plusieurs acteurs qui participent à la production de standards ou de normes et de réglementations aussi. Donc, ce schéma, globalement, il englobe à la fois l'aspect normatif, mais aussi réglementaire. On commence par l'aspect réglementaire, qui commence par la Commission européenne. Donc, la Commission européenne est celle qui définit les orientations réglementaires, établit une stratégie, une feuille de route pour la filière drone et soutient le développement des acteurs économiques européens. Donc, celle-ci, elle mandate l'EASA pour la rédaction de réglementation dans la filière drone et mandate aussi le CEN, qui est le Comité européen de normalisation, pour produire des normes harmonisées. Donc, une fois que les mandats sont faits, l'EASA commence le boulot, on va dire commence le travail. L'EASA, qui est une agence de la Commission européenne, qui est dédiée à la sécurité de l'aviation civile et qui développe et maintient la réglementation drone à jour. Une fois que les réglementations sont publiées, commence la partie normative, donc qui est divisée en deux parties. Donc ici en Europe, on parle plutôt du CEN et notamment le Comité technique 471 qui aborde la normalisation dans le domaine des aéronefs sans pilote. Entre autres, il parle de plusieurs détails et plusieurs thématiques telles que la classification, la conception, la fabrication, l'exploitation, mais aussi la gestion de la sécurité des opérations des drones. Et donc, à travers ces différentes activités, il développe des normes techniques qui au bénéfice de tous les acteurs au niveau européen. Ça veut dire que tous les pays qui participent au comité technique 461. Après vient la normalisation sur l'aspect international qui, elle, est la même chose et développe des standards et des normes avec des exigences techniques et dans le but de développer au bénéfice de tous les acteurs internationaux cette fois au lieu de juste européens.
Comme extension de ce monde normatif, on retrouve d'autres organismes qui rédigent et qui établissent des normes et des documents normatifs. On retrouve l'Eurocae à travers son groupe de travail Working Group 105, qui est un organisme qui fédère les acteurs du domaine de l'aviation civile et afin d'établir en fait des règles de standardisation des systèmes utilisés par l'aviation civile en Europe. Euh, donc, à travers ce groupe de travail, il élabore des documents d'orientation qui permettent l'exploitation sûre des aéronefs tels que les drones. Vient un autre acteur est l'ESCG. Donc, l'ESCG on va dire, ne produit pas directement des documents de travail, mais c'est plus un groupe de coordination pour coordonner entre les différents acteurs de la normalisation et qui permet et qui fournit un lien permettant de relier les activités européennes à celles qui se passent au niveau international à travers un livrable qu'on appelle RDP. Pardon. Et pour les autres organismes de normalisation qui interviennent indirectement dans l'écosystème normatif européen, on retrouve aussi le RTCA, donc, qui lui aussi crée et qui fait la création et la mise en œuvre de normes afin de garantir la sécurité, la santé et la sûreté globale de l'écosystème aéronautique. L'ASTM, c'est pour tout le monde, c'est un peu l'équivalent, le SAE et l'ASTM, c'est l'équivalent de l'AFNOR et on va dire l'AFNOR des États-Unis. Donc l'ASTM, il établit des normes au profit des entreprises, que ce soit dans le domaine des drones ou autres, tels que par exemple les matériaux à travers les métaux, construction, pétrole, etc. Donc, avant de passer aux documents normatifs, je fais un rappel sur la réglementation européenne. Donc, on a les réglementations de 2019, 947 et 945 qui ont cadré la sécurité des vols de drones civils dans le ciel européen. Ils ont adopté une approche basée sur le niveau de risque et qui vont se baser sur le poids des drones, des spécificités techniques et le type de vol et qui ne distingue pas l'usage de drones de loisirs ou commercial. Donc, comme vous pouvez voir dans le schéma, on a différents types de scénarios et de drones. Donc, on a le scénario A1, A2, A3, donc near people, close to people, far from people. Et après, on a les catégories open, spécifiques et certifiées. Donc, pour rappel, Open, ça va du C0 au C4, spécifique la C5 et C6, et certifié, pour l'instant, on aura peut-être une nouvelle classification dans les mois, voire les années à venir, et dont on va parler plus tard dans la présentation. Donc, là, ce qui me ramène à la normalisation européenne qui se passe au niveau du CEN-TC 471. Donc, le comité technique 471 aborde différentes thématiques qui sont sous, on va dire, l'ombrelle des drones. Et aujourd'hui, elle se focalise spécifiquement à produire une série de normes, donc la série EN 4709. Retenez-le bien parce que ça va revenir assez souvent pendant la présentation. Et donc, cette série, elle a pour but de couvrir un certain nombre de points, comme vous pouvez voir devant vous. Donc, il y a les exigences produits de la catégorie Open, les méthodes d'essai et vérification, la sécurité mécanique et réduction des risques de blessures, sécurité électrique et des batteries, la flammabilité, la sécurité fonctionnelle, la DRI ou l'identification électronique à distance, et des systèmes tels que pour le geo-awareness afin d'informer le pilote des restrictions des espaces aériens au niveau européen. Donc, pour résumer les choses, donc cette série de normes qui est composée de 8 parties aborde à la fois la catégorie Open, donc la classe C0 à C4, mais aussi certains scénarios pour des catégories spécifiques, donc la C5 et C6. Donc, aujourd'hui, on se demande de quel document réglementaire s'inspire la série HEN 4709. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'entre
la diapositive, celle-là, j'ai noté EN 4709 et là, je mets H EN 4709. Je vais vous expliquer ça la prochaine diapositive. Mais ce qu'il faut savoir pour les documents, d'où s'inspirent les documents aujourd'hui. Donc, on a la partie 1 qui est, on va dire, la partie mère et qu'on surnomme une norme produit, donc tout ce qui est exigence technique de la catégorie open et qui s'inspire directement de la réglementation de 2019 945. La deuxième partie qui aborde la DRI est à la fois est issue d'une collaboration entre le CEN qui s'inspire de la réglementation 945, mais aussi un document EuroCAE ED 269 et on va dire en partenariat avec la STM à travers l'élaboration d'un document commun que eux surnomment le F34 11 et qu'on nous surnomme à l'échelle européenne le N4709 partie 2. La partie 3, elle parle de la geo-awareness et qui tire ses origines de la réglementation 2019 945 et 47. Vous pouvez voir les articles et les exigences spécifiques dans le tableau. La partie 4 parle des lumières et donc elle aussi, elle tire ses origines de la 947 via les exigences C0 et C4, donc la partie visibilité et identification visible. On a la partie 5 qui est une extension et qui a un lien conceptuel fort avec la partie 3 et qui aborde le sujet geocaching, en s'inspirant bien évidemment de la réglementation 2019-945. On a le système FTS, donc le système de termination de vol, qui s'inspire de la réglementation 947 à travers le SORA, le document SORA, un document d'origine EuroCAE, qui est adopté comme réglementation et mitigation de risque. Donc on a aussi des exigences on va dire de sécurité pour la catégorie spécifique. La partie 7, on va dire, c'est l'équivalent de la partie 1, mais celle-ci pour la partie spécifique, pour la catégorie spécifique, donc les classes C5 et C6. Et elle s'inspire de la réglementation de l'amendement de 2020 1058 de la réglementation 2019-945, mais aussi de la réglementation 947 à travers les scénarios STS 01 et 02. La partie 8 qui, elle, on va dire, aborde les kits d'accessoires. Je crois que j'ai mal noté les kits de conversion, mais c'est plus les kits d'accessoires des drones et qui tire ses origines de la réglementation 2019-947 pour les scénarios STS 01 et 02, ainsi que certaines exigences qui sont issues de la 947 pour la partie C5. Donc voilà les thématiques qu'on aborde, qui sont abordées aujourd'hui. Bien évidemment, le monde de drone avance tellement rapidement que vous allez voir plus tard quand je vais aborder les nouveautés qui sont récentes ou qui sont à venir, qu'il y a plusieurs thématiques qui sont susceptibles de faire avancer le cadre général. Donc là, je vais vous parler de l'état d'avancement de ces normes. Bien évidemment, ces documents ne sont pas tous publiés, bien que certains ont commencé en 2018. Là, il s'agit d'un process qui est assez lent parce que, comme je vous ai dit avant, ces normes-là ne sont pas des normes habituelles, on va dire des normes classiques, mais plutôt des normes harmonisées. Ce qui veut dire que des normes harmonisées sont à la fois des normes qui sont publiées par le CEN, mais aussi qui sont publiées dans le journal officiel de l'Union européenne. Donc, ce qui implique des étapes supplémentaires, comme la consultation au niveau de la Commission européenne. On a des commentaires de la part des experts qui travaillent sur ces sujets. Il faut bien évidemment répondre à ces commentaires, avoir un avis positif pour ensuite le publier dans le journal officiel de l'Union européenne. Donc, pour la partie 1, alors je suis très content de dire qu'elle vient d'être publiée plus tôt cette année, donc en mars 2026.
Et comme je vous ai dit, qui aborde généralement la catégorie ouverte de C0 et C4. Après, vous aurez plus de détails dans la présentation euh, sur l'aspect relatif à ce que fournit ce document. La partie 2 qui parle donc de la DRI, Direct Remote Identification, et qui a été publiée en octobre 2023. Donc, vous allez remarquer que pourquoi cette norme pourquoi ce document qui a commencé, ce projet a commencé en 2020, mais qui a déjà été publié en 2023. La chose la plus difficile pour publier ces documents, c'est qu'ils sont liés. Alors, si je reviens par exemple pour le document 1, il est lié à la partie 3 puisqu'elle elle a une référence normative, des exigences qui sont mentionnées dans la partie 3. Et donc, pour les publier, il faut coordonner, ça nécessite un travail de coordination à la fois avec la Commission européenne, mais avec le CEN, tout en tenant compte des évolutions qui se passent à l'échelle EASA et dans les évolutions réglementaires. Donc la partie 2, elle a été publiée assez rapidement vu qu'elle n'est pas liée à aucun autre document. Après, on passe à la partie 3 qui aussi a été publiée puisqu'elle est liée qu'à la partie 1. Donc elle a été publiée en même temps que la partie 1. Comme vous pouvez voir, c'était en mars 2026 et qui aborde la thématique de la geo-awareness. Aujourd'hui, pour la partie 4, elle est en fin de parcours. Donc, l'enquête éditoriale pour ce document est finie. Donc, il y aura une réunion plus tard cette semaine, vendredi prochain pour être exact, pour faire la résolution des commentaires avec les différents acteurs européens et qui se réunissent 2 à 3 fois par an pour parler à la fois des évolutions réglementaires, traiter les commentaires des différents documents sur lesquels on travaille, mais aussi aborder les besoins de révision et des besoins normatifs qui sont à venir. Donc pour ce document-là, il est attendu pour juillet 2026. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de documents qui vont être publiés dans les prochains mois. Donc, on espère que ça va être, moi je dis été 2026, après j'ai noté quand même juillet 2026, on croise les doigts que ça soit juillet 2026, mais au plus tard en septembre 2026. Donc, on a la partie 5 aussi qui est une extension, comme je vous ai dit, de la partie geocaching de la partie 3. Donc, elle est plutôt liée à la partie 1, 6 et 7. Donc, elle a des références normatives issues de ces 3 documents. Aujourd'hui, cette partie, elle est finie, mais comme je peux partager avec vous la timeline. Donc, elle est finie depuis je crois, un peu plus d'1 an, mais qu'on ne peut pas publier jusqu'au moment où on publie les autres normes, puisque il s'agit d'une certaine complémentarité. Et une fois qu'un document est publié, les autres doivent être publiés aussi pour que l'ensemble des documents soient publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. Donc la partie 6 aussi qui est attendue en juillet, qui est liée à la partie 1 et 5, qui aborde le système FTS pour la catégorie spécifique. La partie 7, on va dire, c'est la norme produit pour la classe C5 et C6, liée à la partie 1, 3 et 5. Et pour la fin, on a la partie 8 qui traîne un peu et qu'on espère publier d'ici la fin d'année, voire le début de l'année prochaine, si on est assidu et si tout se passe bien. Voilà grosso modo pour les documents mandatés, on va dire, par la Commission européenne afin de répondre à un besoin réglementaire. Et donc, finalement, à quoi va servir la série de normes HEN 47? Donc, cette série va être utilisée principalement par les fabricants des drones, par les laboratoires des essais et les centres d'essais en vol, les organismes d'évaluation de conformité, les autorités de surveillance du marché, ainsi que les importateurs et distributeurs de drones. Et ceci
pour conférer une présomption de conformité aux exigences essentielles du règlement ou de la réglementation européenne concernée. Donc, il ne s'agit pas bien que cette norme va être publiée dans le journal officiel de l'Union européenne, elle n'est pas obligatoire. Donc, le fabricant n'est pas obligé de l'appliquer, mais s'il le fait, ça lui permettra de démontrer plus facilement la conformité de leurs produits et obtenir le marquage CE. Aujourd'hui, voici un schéma organisationnel lié à la conformité des drones et qui aujourd'hui, ce schéma présente l'organisation européenne de la conformité des drones. La Commission européenne, alors pour simplifier un peu le schéma, je sais, il y a plein de flèches, donc pour résumer la situation aujourd'hui. Donc, on a la Commission européenne qui définit le cadre réglementaire et qui pilote sa mise en œuvre. Donc, les exigences réglementaires sont traduites ensuite en normes harmonisées servant de référence technique. Les fabricants conçoivent leurs drones en respectant ces normes et en réalisant une déclaration de conformité en se basant sur ces documents afin d'obtenir bien évidemment le marquage CE. Les laboratoires d'essai et les centres d'essai en vol, quant à eux, évaluent les performances et la sécurité de ces drones. Les organismes de notifiés interviennent pour vérifier la conformité lorsque la réglementation l'exige. En France, ici en France, on a la DGA et la DESAC qui assurent la surveillance et le contrôle du marché et le maintien de la conformité des produits qui sont mis sur le marché. Donc, l'ensemble de cette chaîne, comme on va dire, il garantit la sécurité, la fiabilité et la conformité réglementaire des drones qui sont mis sur le marché sur le sol européen et plus particulièrement, plus précisément, dans le sol français quand il s'agit de la DESAC ou la DGAC. Donc, maintenant que je vous ai parlé du CEN, je finis le tour, on va dire, des différents acteurs qui sont présents sur, on va dire, dans l'écosystème normatif, qu'il s'agit de l'EuroCAE. Donc, l'EuroCAE, à travers le groupe de travail 105, qui est chargé d'élaborer des documents et des documents d'orientation, mais aussi des normes qui permettent l'exploitation sur des drones dans les différents types d'espaces aériens à tout moment et pour tout type d'opération. Donc, l'organisation du travail du Working Group 105 est organisée en 6 groupes. On a Detect and Avoid, DAA. On a commandement, contrôle et communication, c'est C3. Donc, gestion du trafic des drones UAS. On a les normes de conception et de navigabilité qui est le 4e groupe. Automatisation améliorée des RPAS, donc LRA, et l'évaluation des risques liés aux opérations spécifiques, entre parenthèses SORA, qui va vous parler, on va dire, d'une manière plus importante et plus directe. Donc, ce working group travaille en coordination avec la RTCA, donc suivant le sous-comité 225, pour les systèmes d'aviation sans pilote. Et donc, pour résumer tout ça, on va dire que l'EuroCAE héberge traditionnellement les travaux liés à la navigabilité, aux procédures et aux logiciels pour l'aéronautique, et dans le domaine, mais aussi dans le domaine des drones. Faisons maintenant un focus sur le groupe de coordination et de conseil qui est le SCG. Donc, le SCG, donc, comme j'ai dit, c'est un groupe de coordination qui permet de coordonner les travaux et les activités de normalisation qui sont liées aux drones en Europe. Donc, comme vous avez vu, il y a différents acteurs aujourd'hui qui produisent des normes et qui publient des documents. Donc, le rôle, on va dire, de l'ESCG, c'est de coordonner ces activités de normalisation. Donc,
comme finalité, on a le SCG qui fournit un lien permanent aussi entre la normalisation qui se passe, on va dire, à l'échelle européenne avec ce qui se passe à l'international et plus spécifiquement en Amérique du Nord. Pardon. Donc, à l'issue de ce travail, on a un livrable qu'on appelle le livrable RDP et dont vous avez le lien devant vous, qui regroupe plus de 800 normes. Donc, le RDP rassemble toutes les activités de réglementation et de normalisation pertinentes, ainsi que leur statut et, mise à jour et qui sont mises à jour régulièrement. Il fournit aussi une méthode d'identification et de discussion des chevauchements. Ça veut dire que, par exemple, si on a deux documents qui chevauchent, où il y a un chevauchement en termes techniques ou en termes de contenu, elle sert de base pour un retour d'informations et pour coordonner afin de voilà, d'avoir une certaine cohérence entre les documents publiés. Voilà, donc pour les membres de l'ESCG, on en retrouve plusieurs acteurs qui sont, dont j'ai abordé certains que j'ai abordés plutôt que j'ai déjà mentionné plutôt dans la présentation et qui sont présents à la fois à l'échelle européenne et l'Amérique du Nord. Donc, on a l'ASD, l'ASD-STAN, l'ASTM, on a le CEN, on a l'EASA, l'EDA, la Commission européenne, l'Eurocae, Eurocontrol, ISO, SAE et ainsi de suite. Après vient les projets qui sont en cours actuellement, on va dire, dans le monde normatif. On a le projet Shepherd. Donc, le projet Shepherd, il est, on va dire, divisé en deux sous-catégories. On a le projet AW Drone, qui a été une évaluation des normes qui sont présentes dans le RDP, que j'ai mentionné, qui contient les 800 normes. Cette évaluation a été faite selon des critères qui ne sont pas techniques, donc, plus en abordant des critères tels que la maturité, couverture, coût de conformité, impact environnemental, etc., acceptation sociale, etc. Donc, il n'y a pas eu d'analyse de l'adéquation technique aux exigences de sécurité réglementaire. Vient la deuxième partie qu'on appelle le projet Shepherd et qui est en cours et qui aujourd'hui fait cette analyse technique de la cartographie issue de cette première partie du premier projet AW Drone pour identifier les normes qui sont adaptées ou non adaptées pour démontrer la conformité réglementaire. Ceci va permettre à l'EASA de proposer de nouvelles normes aux organismes de normalisation ou de proposer un besoin de révision de certains documents. Donc, le résultat des deux premières itérations, on a eu 50 normes évaluées. Alors, bien évidemment, vous vous rappelez qu'il y a quand même 800 normes, donc c'est un travail qui est en cours. Après, peut-être qu'il y a un peu plus de documents qui ont été évalués depuis quelques temps, mais dernière nouvelle de mon côté, il y a eu une cinquantaine de normes évaluées. On a détecté plusieurs lacunes dans ces documents. Malheureusement, la liste des lacunes identifiées n'est pas accessible au public pour l'instant. En tout cas, d'après ce que j'ai de mon côté niveau information. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ce qui va donc sur les thématiques qu'on a déjà abordées avant, on passe aux évolutions récentes ou aux évolutions futures. On a des nouvelles normes qui vont probablement être créées, qui vont concerner des nouveaux scénarios tels que les STS 03 ou des nouvelles catégories. Et donc, ce qui va nécessiter probablement la création d'un groupe de travail au sein du CEN TC 471 afin d'aborder ces thématiques. Donc, bien évidemment, il n'y a pas que le scénario STS 03, on en a d'autres, mais on attend déjà la publication des nouvelles évolutions réglementaires. On a aussi le sujet lutte anti-drone, entre autres, qui est très, qui selon le contexte géopolitique qu'on connaît tous, présente un intérêt de plus en plus croissant et il s'agit aussi d'une question de souveraineté européenne, d'avoir des documents références de lutte anti-drone.
et alors je suis bien conscient qu'il y a déjà des documentations, on va dire de type NATO, mais je parlais plus de standards, heu, ouverts, au grand public ou plutôt, alors pour l'instant on n'a pas comment dire? Une visualisation de l'état des documents qui vont être publiés, au sein de ce sujet. Mais c'est encore une fois, c'est à venir. Ça va se faire en coordination avec les acteurs, avec la partie réglementaire. Après, dans la perspective, un peu plus proche et même imminente, on va dire, d'ici septembre ou octobre, donc on va entamer la révision de la série 4709 dans le groupe de travail 1 au sein du CEN 471. Donc, vous allez, probablement vous poser la question, vous disiez, probablement que voilà, on n'a pas encore publié les documents et on parle déjà de révision, certains des documents. Alors, comme vous avez pu, comme j'ai mentionné plus tôt, dans la présentation, certains documents ont commencé, heu, on va dire leur parcours de publication en 2018-2020. Donc entre 2018 et 2026 ou 2020 et 2026, il y a eu quand même 6 ans. Et dans le monde des drones, les réglementations évoluent tellement rapidement qu'aujourd'hui, il y a certains aspects qu'il faut revoir dans ces documents. Comme par exemple, pour la partie 1, on a la partie cybersécurité qu'il faut développer un peu plus, qu'il faut détailler et rajouter plus de spécificités techniques et l'adapter aux nouvelles réglementations. La partie 2 où on va introduire la partie NRI. Ceci dit, je vais juste dire entre parenthèses, on est encore en discussion pour savoir si la NRI va être incorporée dans le document 4709 partie 2. Ça se pourrait que ça soit un document à part, donc une partie 9 ou une autre référence. Je suppose que ça va être la partie 9 ou la partie 10, ça dépend. Donc ça, c'est entre parenthèses. Il y a la partie 3 où il faut, l'adapter à l'évolution réglementaire, notamment, au niveau de l'EASA. Maintenant, il y a eu un passage de l'adoption. On cherche à adopter le D318 qui est un document EUROCAE. On cherche à adopter cette D318 au lieu de la 269, ce qui va impacter probablement la partie 3 et même la partie 5. Mais bon, pour l'instant, il y a un focus sur la partie 3 dans un premier temps et viendra la partie 5 après. La partie 6, elle aussi, on a des évolutions, on a des simplifications des méthodes de calcul de certains des systèmes de termination de vol ou les FTS et qui nécessitent une révision assez urgente. Donc ça, c'est pour l'aspect évolution future à la fois des normes en se basant sur l'aspect réglementaire. Pour finir, pour clôturer un peu le monde de la normalisation, il existe aussi un sous-comité qui parle de différentes thématiques drones. Donc, on a l'ISO Comité technique 20, donc Technical Committee 20, donc TC, et SC, c'est sous-comité, donc subcommittee, donc il y a le sous-comité 16, et qui aborde généralement qui a pour périmètre les sujets devant vous. Donc, on a le AG qui parle des autres, il y en a certains groupes où c'est vraiment spécifique, c'est vraiment des points très spécifiques. Je vous invite plutôt à voir les groupes de travail plutôt que les ad hoc groupes et les groupes de travail qui sont joints. Toutefois, s'il y a des thématiques qui vous parlent, je, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter et ça serait avec grand plaisir de vous donner plus de détails sur tout aspect qui est présent dans cette présentation. Donc, on a les généralités qui sont abordées dans le groupe de travail 1, la fabrication et maintenance pour la partie 2, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a aussi des thématiques qui sont un peu plus sensibles, telles que les technologies du drone, système de propulsion à hydrogène qui est révolutionnaire, qui est assez, pas révolutionnaire, mais je voulais dire plutôt une thématique qui est assez nouvelle. Voici une liste des normes ISO qui sont en cours de développement.
De toute façon, je pense que vous aurez accès à la présentation. Vous pourrez feuilleter les documents et si jamais il y a un sujet qui vous intéresse, je vous invite à soit à prendre contact avec moi et ça serait avec plaisir de répondre à vos questions. Et je crois que ça serait tout pour moi. J'espère que j'ai respecté les temps j'ai, et que j'ai été bref. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à propos de la présentation. Parfait. Et beaucoup. Merci Yaya. J'ai des questions qui arrivent. Simplement un éclaircissement quand on voit la partie EUSCG, est-ce que Oui. c'est la plus haute, c'est le sommet de la pyramide pour la normalisation ou pas? Alors, il s'agit d'un groupe de coordination. Alors, c'est pas le sommet de la pyramide, parce que tout simplement, en fait, les membres de l'ESCG font partie de C'est ce qu'on voit en bas. organismes. Oui, plusieurs organismes de normalisation. Vous pouvez voir, il y a le ISO, il y a le SAE, ASD-STAN, le CEN, qui sont Eurocae, qui sont tous des organismes de normalisation. En fait, il s'agit juste d'un groupe de coordination que, on va dire, l'écosystème drone a créé pour que voilà éviter les chevauchements entre les documents publiés et avoir une couverture assez globale de toutes les thématiques qui peuvent être abordées sous la discipline drone. Deuxième question, c'est tu as présenté plusieurs organismes et qu'est-ce qui les Mhm, distingue les uns des autres? Ça, c'est la mhm, première question. Et la deuxième, c'est comme tu es un non-profit association, c'est est-ce que tu mhm, recrutes des acteurs pour venir travailler dans tes working groups pour mhm. faire avancer les besoins des normes en partant du terrain et concrètement des fabricants qui sont au niveau de l'Aerospace Valley. Mm. Alors, pour répondre à la question, donc la première partie de la question, qu'est-ce qui distingue les différents acteurs tels que par exemple le Eurocae, Océane ou à la STM. Donc, Eurocae, pour par exemple je vais prendre l'exemple d'Eurocae, c'est des applications bien spécifiques. Donc, par exemple, vous pouvez voir que l'Eurocae intervient spécifiquement sur la partie système utilisé par l'aviation civile en Europe. Alors que, par exemple, quand on parle du CEN, le CEN, il va parler de la normalisation et il est mandaté directement par la Commission européenne. Ça ne veut pas dire que les normes Eurocae ne sont pas utilisées et ne sont pas reconnues. Bien évidemment que, comme j'ai parlé tout à l'heure, alors je vais essayer de trouver on a le D274 qui est un document d'origine Eurocae et qui a été adopté par l'EASA comme étant une réglementation et avec lesquels on a travaillé en collaboration pour écrire cette norme, pour écrire le document 2 et qui servira plus tard à la présomption à la conformité. Donc, pour moi, c'est un écosystème qui est complémentaire. On travaille, on coordine entre nous et pour essayer de couvrir un maximum de terrain dans la filière drone. J'espère que j'ai répondu à toute la question. Parfait. Et la deuxième, est-ce que tu recrutes? Alors, bien évidemment, comme j'ai dit pour la partie 2, alors l'idée c'est de réunir un large spectre des acteurs de la filière drone, donc dans la commission par exemple ou dans le working group au niveau CNTC 471. On a tout type de profil, on a des fabricants, on a des exploitants, on a des utilisateurs. Il y a un groupe qui est assez diversifié. Il y a la commission nationale, donc la commission de normalisation drone qui se réunit assez régulièrement, 3 à 4 fois par an. Et on retrouve des, euh, des participants de la DGAC, pardon, de la DGA même. On a des fabricants, on a des utilisateurs. On a vraiment une participation qui est assez variée, qui nous permet d'avoir une, une visualisation globale des besoins de la filière drone.
Parfait. Et j'ai aussi sur les thématiques les plus, entre guillemets, en vogue ou à la mode qui sont abordées sur l'aspect drone. C'est, Oui. en termes d'attraction, quelles sont celles qui tractent le plus d'intérêt? Alors actuellement, je sais que par exemple, il y a plein de nouveaux scénarios qui vont être publiés par l'EASA dans les prochains mois, si je me trompe pas. Et là, par exemple, c'est des scénarios plutôt agricoles et forestiers. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si la partie forêt va être incorporée, mais il y a plein de scénarios qui sont de tendance et l'utilisation de drones dans le, on va dire, dans le secteur d'agriculture et pas agricole généralement, mais aussi forestier. Donc, il y a ce sujet-là. Il y a aussi les catégories spécifiques. Donc, il y a les nouvelles classes qui vont être abordées et qui sont une thématique qui intéresse énormément les experts dans la commission de normalisation aujourd'hui. Et on est tous en attente de ces réglementations pour ainsi pouvoir procéder à la rédaction des documents mais aussi pour pouvoir donner aux fabricants et autres un guideline pour leur quotidien, on va dire, grosso modo. Après vient aussi, par exemple, la thématique lutte anti-drone qui est très, très, très particulière parce que c'est à la fois quelque chose, alors comme vous avez, je crois que je suis passé assez rapidement, mais qui représente quand même un taux de croissance qui est assez intéressant entre 2023 et 2028. Donc ça, c'est prévisionnel. Mais qui est à la fois un sujet qui est assez sensible. Donc c'est un sujet qui suscite énormément d'intérêt et qui est à la fois sensible. On parle aujourd'hui de dualité au niveau de civil, civil défense. Donc il y a beaucoup Mhm, de, de libération, entre guillemets, d'usages sur les terrains de combat. Quand mhm, il va falloir ramener tous ces usages militaires sur du civil, mhm. comment vous allez manipuler cet élément? Alors comme j'ai mentionné, je crois tout à l'heure, donc quand on est, on va dire dans le process d'élaborer un document, on s'assure qu'on a les intervenants adéquats pour connaître à la fois nos limitations et pour avoir la validation de certaines parties prenantes. Ça veut dire qu'on va pas aujourd'hui, si on a un standard qui est open, ça veut dire qu'il peut être acheté sur le site du CEN, etc. On va pas mettre on va dire des données qui sont sensibles. D'où l'intérêt de la participation, par exemple, de la DGA ou même d'autres organismes qui permettent aujourd'hui d'encadrer le niveau de détail à fournir dans ces documents-là. Autre question, un STS est-il une étude, pardon, un STS est-il en étude pour le spectacle de drone, pour Alors, des use cases spectacle de drone? alors pour l'instant, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais toutefois, ça aurait été la semaine prochaine, j'aurais eu la réponse parce qu'il y a pas mal d'évolutions on va avoir un briefing lors de la réunion qui va venir en vendredi et je devrais connaître un peu plus sur les différents scénarios qui seront proposés par l'EASA. Pour être plus précis, cette réunion de vendredi, quel est le périmètre? Donc, c'est la réunion du comité technique 471 et on aborde, alors elle se compose de deux parties. Donc, il y a la partie matin du groupe du travail. Et donc là, c'est traitement des commentaires, revoir les documents techniquement, s'assurer que voilà, ils sont prêts pour leur publication, que ce soit au niveau CEN ou au niveau Commission européenne. Et la deuxième partie, c'est là où on aborde différentes thématiques. Ça veut dire à la fois les évolutions réglementaires, ce qui se passe dans le monde, des nouvelles thématiques qui sont abordées. Et donc, c'est là où on coordonne nos travaux. On va dire qu'on parle sur l'aspect un peu plus global des choses.
Alors, une question, on revient sur les catégories spécifiques là les nouvelles qui sont en train d'arriver. La Mhm. question, c'est comment fait-on quand on est fabricant de drones pour suivre l'avancée de ces nouvelles catégories? Alors, généralement, il faut suivre les réglementations et donc ça, c'est à travers la DGAC et le DSAC qui généralement, publient, assez régulièrement, si je me trompe pas, les évolutions réglementaires de ces catégories ou de toutes les catégories, confondues. Mais il y a aussi, donc le DGAC et le DSAC s'inspirent généralement des réglementations EASA. Donc, il y a 2 moyens, soit on suit, l'évolution de l'EASA et voir et vérifier avec côté DGAC, sinon on vérifie directement auprès de la DGAC ou DSAC. Parfait. Les opérateurs de télécommunications font-ils partie, pardonnez-moi, je vois pas, je reprends la question. Les Mmh. opérateurs de télécommunications font partie de l'écosystème en tant qu'acteurs potentiels des liaisons drones vers sol ou vers les satellites. Y a-t-il une instance particulière ou un règlement spécifique sur le sujet? Alors aujourd'hui, les réglementations, je pense qu'il y a une réglementation soit qui a été publiée plutôt cette année ou qui va sortir dans les prochains mois et qui va couvrir, la NRI, donc qui est la technologie, qui est on va dire, qui résume un peu l'application, qui est dans la question et qui devrait aborder, cette thématique d'une façon assez globale. Pour l'instant, les travaux n'ont pas encore commencé, on va dire, sur l'aspect normatif, mais je suppose que, des intervenants, ont participé à la rédaction de la réglementation, à travers les groupes de travail au sein de l'EASA. Parfait. Parle-t-on de quantique ou de post-quantique dans les ateliers? Alors sur la partie normatif, c'est pas un sujet qui a été abordé. En tout cas, pas depuis que je gère la partie drone. Heu, D'accord, toutefois, je garderai les oreilles ouvertes. d'accord. Quand on regarde le schéma sur le rappel de la réglementation européenne que tu affiches, est-ce que selon toi, tu peux revenir, celle avec les différents espaces? C'est ça ou pas? Non, non, c'était avec restricted, spécifique et open. Ah oui, ça. C'est celle-là? Exact. Quand on voit Mmh. ce schéma, est-ce que selon l'expert que tu es, est-ce que tu estimes qu'il y ait une anomalie ou des anomalies dans ce schéma? Oui. Alors déjà, il y a des scénarios qui peuvent, c'est vrai que déjà qu'il est on va un peu dire un peu obsolète d'une manière, mais c'était le meilleur schéma pour décrire que j'ai trouvé, on va dire, pour, décrire d'une façon assez générale, comment on aborde, l la filière drone. D'accord, parfait. Mmh. Si, écoute, ben on te remercie infiniment. On arrive au terme. On a vu les questions. Peut-être une dernière sur les une ou deux évolutions à venir qui pourraient apparaître, selon toi, vraiment critiques pour les années à venir, Mmh. un peu en termes de perspective que tu aurais en tête. Alors je crois que déjà il y aura la révision, il y aura la mise à jour des documents qu'on va publier là cette année. Donc, il y aura l'incorporation de ces différentes technologies telles que la NRI ou autres. Il y aura aussi probablement des documents qui vont parler de technologies qui sont différentes, la cybersécurité
qui va être abordé pour, on va dire, d'une façon un peu plus détaillée. Je suspecte aussi qu'il y aura certainement une partie à venir qui concernera l'intelligence artificielle, étant donné que c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. On reste en stand-by pour le moment et on verra bien. D'accord. Et dernière question, tu es donc chef de projet de normalisation aussi sur les aéronefs. Si on doit comparer les aéronefs et les drones, Mmh. quels sont les écarts ou qu'est-ce qui rapproche les deux domaines actuellement dans tes travaux? Alors je peux vous dire que les thématiques qui sont abordées, dans les 2 disciplines, on va dire, même si, les drones sont inclus dans les aéronefs, mais pour la discipline aéronef que j'aborde, c'est plus des détails sur l'intérieur des cabines des avions. Donc, c'est plus, c'est un peu, on va dire, c'est pas pour dire que c'est un peu moins technique, mais c'est plus des détails qui concernent, le display à l'intérieur d'une cabine, les réglementations à respecter sur les dimensions et cetera. Alors que les drones, c'est plus autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques qui sont un peu plus techniques, qui sont plus produits. Et donc, ça constitue une différence qui est assez vaste. Après, pour la partie matériaux, c'est autre chose. Donc là, on parle vraiment d'énormes produits. Telle pièce doit être faite de telle manière pour assurer une telle fonction, avec les propriétés X, Y et Z. Tu es sur la partie normalisation Mhm, à titre professionnel et dans l'écosystème que tu côtoies parmi lesquels des membres de l'Aerospace Valley contribuent dans tes workshops, dans tes workgroups, pardon, tes working oui. groups. Mhm. Euh, quel est un peu ton point aujourd'hui sur l'avancement de la réglementation qui parfois peut être considéré comme un frein sur l'adoption des usages. Mm. Du coup, récemment, je trouve que la participation par exemple, à travers de mes commissions ou de mes working groups, déjà donne la voix à différents acteurs qui sont présents dans la filière, de discuter et d'avoir un lien direct avec, on va dire, je ne veux pas dire les donneurs de réglementation, mais ceux qui participent directement à la réglementation, que ce soit à travers, par exemple, la commission de normalisation à l'échelle française. Donc, on a des participants de la DGAC et de la DESAC qui nous briefent régulièrement. Donc, ils ont un créneau lors de notre réunion pour discuter des avancements réglementaires et les différents participants et différents membres de l'ACN puissent poser leurs questions, discuter de certains aspects et remonter des problématiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Parce que le but, c'est vraiment de s'assurer que la réglementation reste dans la limite du réalisable. Sur l'aspect européen aussi, on a un intervenant de l'EASA et qui a un créneau et qui nous brief des évolutions réglementaires au niveau européen. Et donc, ce qui donne, on va dire, moi, ce qui est le plus important dans ces réunions-là, c'est vraiment avoir ce lien direct avec les autorités responsables de la réglementation, et intervenir sur les normes. euh, Comme ça peut avoir, les documents doivent être conçus de telle manière à ce qu'il y ait un consensus entre tous les participants. Et voilà, donc c'est un peu, comment je résume, on va dire les commissions que je, que je suis et les working groups. Ben écoute, merci beaucoup. Ben, au nom de tous les membres de l'Aerospace Valley connectés aujourd'hui, vraiment mille merci de cet éclairage sur les fonctionnements de normalisation. Je pense que beaucoup étaient peut-être loin de s'imaginer les entraves. C'est Mhm, effectivement un registre lexical et technique qu'il faut adopter, qu'il faut connaître. mhm, Merci de travailler pour nous. On espère bien sûr de te voir à Cahors
pour te solliciter avec des interrogations ou des éclairages supplémentaires. Et donc, il me laisse juste à te remercier chaleureusement, remercier les équipes de la communication, que ce soit Jennifer Déo et Pierre Ternaud, qui ont aussi œuvré pour ce webinaire que vous pourrez Mhm. retrouver. Et bien sûr, nous partagerons les supports présentés ce jour. Voilà, mille merci. Merci Merci beaucoup. Yaya et Merci à bonne fin vous. de semaine à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.